Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle semaine d'information. Bienvenue aux 20h, les titres de ce journal. En société, depuis ce matin, les vendeurs à la sauvette de plusieurs marchés de Yaoundé sont déguerpis. Ceci fait suite à l'annonce de cette opération le 10 janvier dernier par le maire de la ville. Cette mesure vise à assainir la voie publique. Ensuite, les préparatifs de la fête de la jeunesse édition 2025 vont bon train. Ce lundi, les activités qui vont meubler cette célébration ont été présentées en détail. Les travaux ont eu lieu au siège du Conseil national de la jeunesse du Cameroun CNJC à Yaoundé. Et puis, l'actualité hors de nos frontières de ce soir nous conduit aux États-Unis où a eu lieu la prestation de serment du président Donald Trump. Pour ce second mandat, nous parlerons des avantages pour l'Afrique. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. En société, l'opération de déguerpissement annoncée le 10 janvier dernier par le maire de la ville a débuté ce lundi. Parmi les lieux ciblés, le marché Mokolo. De ce côté, plusieurs vendeurs à la sauvette occupant les abords sont déguerpis. Le constat dans ce reportage de Fabrice Onvama et Muriel Ondieu. De la parole à l'acte. Nous sommes le 20 janvier 2025 au marché Mokolo. C'est le jour dit du lancement des opérations de déguerpissement annoncées par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi à Tangana. Il faut assainir la voie publique et désengorger les voies. Notifiés pourtant depuis plusieurs semaines, bon nombre de commerçants sont surpris. Nous obligés, comme vous voyez là, de descendre. Et même s'il faut ça, tous ces mondes-ci ne peuvent pas entrer là-bas. On ne sait même pas de quel côté nous allons partir. Nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous allons encore travailler où? L'opération menée conjointement par la police municipale et les forces de l'ordre en assurant la sécurité des populations prévoit le recasement de ces vendeurs. Ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient finir comme ils ont fini en bas là. Venir recaser tous ces mondes-là en bas. Et quand ils vont nous demander de partir, chacun va occuper sa place. Et après même un mois, même 2 mois, ils vont revenir maintenant sur le terrain, nous dire que bon, toi qui es ici, à partir de là, c'est comme ça, c'est comme ça. On serait obligé de payer, aller là, parce qu'on est déjà installé. Mais pendant qu'on est en train de construire le marché, ils ont déjà acheté. Nous qui sommes là, on ne connaît pas. Si la procédure pour eux reste ambiguë, la grande inconnue est la collaboration des différentes parties. Pour un comptoir de 600 000, 650 000, on vous donne un reçu de 20 000. Est-ce que c'est normal dans un État comme le nôtre? Est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre? C'est pas normal. Nous sommes les moins disants et les plus nombreux. On doit tenir compte de nous. Mais nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous voulons ce qui est bien organisé, que l'État tienne compte que nous sommes les moins disants et que nous allons les accompagner dans leurs objectifs, c'est tout. Cette opération s'étendra sur 8 jours dans les grands marchés de la ville de Yaoundé. Pour l'heure, au marché Mokolo, dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Après les casses, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La loi est dure, mais c'est la loi. Les populations de Memel 2, situées dans l'océan, dans le département de l'Océan, région du Sud, disent merci au maire Elias Bilon. Elles se sont réunies hier autour du conseil municipal de la localité. Le but était de transmettre leurs remerciements à l'exécutif communal et à l'ensemble du conseil pour l'attention accordée à leur village qui a bénéficié d'un centre de santé intégré, réhabilité et équipé. Patrick Zoué, notre correspondant depuis Kribi, nous en dit plus. Réunis autour des siens, le conseiller municipal Hervé Bitanga rend fidèlement compte des réalisations de l'exécutif pour le compte de 2024 et les perspectives de 2025. Nous sommes là dans le village Memel 2, c'est dans l'arrondissement de Bipindi. En ce qui concerne personnellement,
nous n'avons pas d'autre évidence puisque le don qui nous a été offert, nous nous réjouir de ça. Nous avons l'eau potable et autres. Non, je suis très content. D'abord que on a eu d'abord une nouvelle chose qui nous a surpris. Du réseau de MTN qui sort de Madungu. Et vraiment, le RDPC, au GRDPC de MML2. Et derrière, monsieur le maire de Bipindi, 100%. Et que prochainement, le mandat de 2025, avait dit que monsieur le maire, on vous remercie. Et que RDPC serait toujours avant. Cet exercice est effectué par plusieurs représentants des populations au terme d'une session ordinaire. Pour cette année encore, MML2 s'en sort satisfait. MML2, pour l'année 2025, par rapport à ta question, bénéficie dans cette enveloppe, d'une enveloppe globale de 32 millions de francs. Ceci repartit, une première partie dans la réhabilitation de notre centre de santé intégré et de l'équipement, toujours de notre centre de santé intégré. Donc, je suis un conseiller comblé. L'année passée, ce même village, MML2, on a bénéficié de la réhabilitation de 2 stades de classe, ce qui a été fait. Et cette année, je ne doute plus que les travaux de réhabilitation de notre centre de santé seront aussi réalisés à 100%. Selon le maire Elias Bilon, cette année de grâce 2025 et avec un budget d'1,72 milliard, l'exécutif municipal reste concentré sur le bien-être des populations, avec le soutien des forces vives et de la chefferie traditionnelle. À Bipindi, tout va plutôt bien. Tenu ce jour d'un point de presse au siège du Conseil national de la jeunesse du Cameroun CNJC à Yaoundé. C'était dans le cadre des préparatifs de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Objectif, présenter le contenu des activités qui visent à promouvoir l'autonomisation des jeunes, notamment la plateforme de dialogue et le camp national de la jeunesse. Roberto Omam et Florence Zan. Au vu de nombreux challenges et défis que rencontrent les jeunes Camerounais, notamment dans leur insertion socio-économique et leur autonomisation, la présidente du CNJC a dévoilé les contours des activités de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat jeune. De notre responsabilité collective, gouvernement, société civile et partenaires au développement, de leur fournir des plateformes, des outils et des opportunités dont ils ont besoin pour leur autonomie. Nous aurons donc, comme je le disais, des initiatives novatrices qui aborderont des questions urgentes telles que le chômage, l'inégalité entre les sexes, les lacunes en matière d'éducation, les carences en matière de soins de santé et la fracture numérique. Il sera donc question pour chaque activité, notamment la plateforme de dialogue de la jeunesse, la Cameroun Youth Award et le camp national de la jeunesse, d'offrir à chaque jeune l'opportunité de présenter son savoir-faire et ce, dans divers domaines. Nous avons toutes les raisons d'espérer que nos jeunes, qui sont connus pour être très résilients, créatifs, pleins de ressources, puissent aspirer à contribuer, à diriger et à innover. Cette plateforme va au-delà du dialogue. C'est un espace d'action, de collaboration et de recherche de solutions. Les participants aligneront leurs propositions sur les objectifs de développement nationaux et internationaux. Dans le cadre des activités relatives à la 59e édition de la Fête de la Jeunesse, le chapelet des activités retenues s'étendra sur l'étendue du territoire pour une période d'1 mois. Poursuivons ce journal avec la concertation ce jour entre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et l'Agence coréenne de coopération internationale. Une rencontre qui vise à implémenter sur 4 sites dans la ville de Yaoundé le projet Smart Campus
Objectif, rendre plus efficace, transparent et fiable le service public avec des centres spéciaux numériques qui vont permettre la formation des agents du service public de l'État. Élisée Yonda et Marthe Matip. Pour familiariser l'ensemble des administrations publiques camerounaises à la pratique numérique en vue de faciliter et rendre plus performant le service public, deux préalables doivent être satisfaits. D'abord, sensibiliser et renforcer les capacités des agents publics sur l'administration digitale. Ensuite, s'approprier les outils numériques devant faciliter l'accès aux services publics et améliorer l'efficacité des démarches administratives. Raison de cette assise de travail entre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Anderson Ley, la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikin, les représentants des services des ministères concernés et partenaires coréens à la manette de la plateforme Smart Campus en vue d'évaluer et de redéfinir le niveau d'implémentation sur les sites de l'ENAM, l'ISMP, le SUPTIC et le MINFOPRA, cet outil d'arrimage indispensable à la numérisation souhaitée. Ces Smart Campus vont permettre d'accélérer et la sensibilisation et la formation des jeunes Camerounais pour qu'ils s'adaptent rapidement à ce nouvel environnement. 4 milliards de francs CFA, montant alloué à ce projet et financé à 15% par le gouvernement camerounais, vont permettre pour une période de 24 mois à la réalisation simultanée de tous les ouvrages. En juin au plus tard, les travaux devraient commencer simultanément sur les 4 sites, de telle sorte que au terme des, je crois, 24 mois prévus pour la réalisation de ceci, nous ayons déjà nos Smart Campus. De même que vont se poursuivre les formations en République de Corée des futurs formateurs camerounais acquis à cette cause plus que salvatrice dans le système de gestion administrative. Et en même temps, les formations qui ont d'ailleurs déjà commencé vont se poursuivre en Corée et ici au Cameroun pour que les formateurs de demain soient déjà prêts, outillés, dès que les outils seront en place. Et pour donner une touche réelle au projet, un comité de pilotage et une unité de gestion chapeautée par les MINFOPRA et MINPOSTEL ont été mis sur pied. Question de mener à échéance, sous un œil averti, le projet Smart Campus. En culture, du nouveau dans l'univers du Bikoutsi, Tonton Ebogo et Tanus Foué viennent de présenter leurs nouveaux albums, à savoir Partage et Ebamba. Des œuvres musicales qui dénoncent les maux qui minent la société tels que la méchanceté et les dérives langagières. Les cérémonies de présentation se sont faites à Yaoundé en présence de Charles Ntamak et Antoine Okala. C'est devant les dignitaires de la musique camerounaise et surtout du rythme Bikoutsi que les nouveaux albums de Tonton Ebogo et Tanus Foué ont été présentés au public et aux hommes des médias. Avec pour nom de baptême Partage et Ebamba, les deux opus mettent en lumière les mots qui minent la société en les décriant. Tonton Ebogo, dans sa chanson Untuntomo, condamne la méchanceté de certains esprits. Je voudrais juste présenter quelque chose de différent par rapport à ce qu'on vit ces temps-ci. Nous, on n'a pas connu ça quand on intégrait le milieu. Alors, à un moment, les choses ont changé. Ça a pris un autre chemin. Donc c'est pour cette raison que je reviens avec quelque chose de différent et que le public peut enfin apprécier parce que on constate que le Bikoutsi est en train de prendre un chemin qui n'est pas bon. Un album intitulé Partage qui met en symbiose le travail de plusieurs artistes pour une bonne cordialité. Partage, c'est un album de 5 titres. Voilà, et pourquoi Partage? Parce que c'est beaucoup de collaboration avec des collègues. Donc c'est pour cette raison qu'on a le nom de Partage. Parce que ça a vraiment été une histoire où tout le monde a essayé d'apporter sa petite touche. Tanus Foué, qui a marqué une absence considérable sur la scène musicale, vient remettre sur les rails le Bikoutsi qui fait face à certains défis.
que le grand retour de Thanos Foué est un retour significatif. Ce retour, c'est grâce à la maison de production Dora qui a décidé comme ça nous ramener au niveau de l'authenticité, parce que la musique camerounaise, surtout le Bikoussi, avait déjà subi certaines influences externes. Il fallait donc qu'on revienne sur les premières bases, les bases qui ont fait véritablement connaître cette musique Bikoussi là. Tite Bamba de Thanos Foué, il critique certaines déviances au niveau de nos sociétés en ce moment, surtout dans les familles et autres. En plus de Tonton Ebogo et Thanos Foué, est annoncé Angé Boguemerang et plusieurs autres artistes produits dans la même écurie. En religion, les assises de la 68e Assemblée générale de l'Église presbytérienne camerounaise EPC se sont refermées hier à Djongolo. Parmi les résolutions prises au cours de ces travaux, plusieurs pasteurs et anciens sont déposés. Ils ont été reconnus coupables de certains faits impactant le bon fonctionnement de l'Église. Charles Ntamak et Florence Zan nous en disent plus. Ancienne Église, Vondo, Martin Paul. Voilà ceux qui ont entretenu la cabale qui a entraîné l'Église presbytérienne camerounaise dans la crise. Des sanctions au 5e degré pour certains pasteurs, bannis de l'église presbytérienne pour d'autres, élus à des postes supérieurs pour les plus chanceux, sont là les résolutions de la 68e Assemblée générale de l'EPC. Ces sanctions dévoilées dans l'enceinte de la communauté n'est pas un rejet, mais plutôt une invite pour chacun de se repentir. Les sanctions qui ont été données, c'est pour que les gens reconnaissent leur tort et qu'ils comprennent que ils ne sont pas forts. Jésus-Christ est plus fort. Et qu'ils reviennent à Jésus-Christ et c'est lui qui libère. Le célébrant du jour, le pasteur Njob Njak Reni, a tenu une fois encore à sensibiliser l'ensemble des fidèles chrétiens de cette église sur l'importance de vivre dans la paix et dans l'amour du Christ envers son prochain. Il faut continuer à croire en Dieu. Il ne faut pas que les gens cessent de croire en Dieu. Il faut aimer Jésus. Il est l'amour, le pardon et la vérité. Il faut que les gens reviennent à l'église. Autre point marquant est la repentance d'un pasteur sanctionné au cours de ce culte de clôture. Un acte salutaire qui a marqué plus d'un dans l'assistance. Ce qui m'a plus marqué, c'est l'acte de ce pasteur qui s'est vraiment, presque on peut dire, repenti aujourd'hui. Et il a le pardon devant les hommes et devant Dieu, devant toute la vie. Et puis, maintenant, nous sommes édifiés et que les choses ont marché. Sans problème à tout moment. C'est en louange et acclamation que se sont refermés les travaux de cette 68e Assemblée générale de l'Église presbytérienne du Cameroun. Les regards sont désormais tournés vers de meilleurs horizons. En sport football, la 8e journée du championnat national MTN Elite One vient de livrer son verdict pendant que la colombe sportive du Djaïlobo tient la tête du classement. Le canon sportif de Yaoundé multiplie les matchs nuls à domicile comme ce soir face à PWD de Bamenda, un but partout. Aimé Moukoko nous fait le compte rendu de ce match. Canon sportif de Yaoundé n'y arrive toujours pas. Depuis le début de la saison, aucune victoire à domicile, malgré la qualité du jeu produit, comme cet après-midi au stade, annexe Omnisport de Yaoundé. Les supporters du mythique Pakoum, malgré la journée de travail, se sont mobilisés massivement dans les gradins, mais très vite refroidis par l'attaquant vedette du PWD de Bamenda, après le but de Blaise Fou dans la première période, et plus rien jusqu'à la mi-temps. De se mettre au service de l'équipe les uns les autres, je pense que c'est ça qui a fait la faute de ce soir. On a été volontaire, on a été généreux dans les efforts. On a été en place quand c'était les moments forts de Canon. Et on s'est projeté quand c'était nos moments forts. Malheureusement, on aurait pu marquer un deuxième, mais on ne l'a pas fait. C'est le football. Je pense qu'on a fait une erreur et on va rentrer corrigé pour les prochaines rencontres. Emmanuel Koundé, légende des Lions indomptables, assiste à un duel de plus en plus haché sur l'aire de jeu et après plusieurs tentatives, il faut attendre l'entrée de l'avant-centre Bisséné pour mettre la pression sur la défense. Le gardien des Bamenda Boys résiste, mais finalement le génie de Bellobo vient redonner espoir aux locaux dans ce match. On se connaît bien, il savait que je vais aller sur ma droite
Maintenant, je l'ai feinté. Quand je vois la position du gardien, il est mal placé. Je place juste un ballon au deuxième poteau, à la portée du gardien. Comme vous le savez, pour gagner à domicile, c'est un peu difficile pour nous. Nous sommes plus à l'aise à l'extérieur. Nous avons vraiment pris à cœur de vouloir gagner ce match. Vous avez vu l'envie sur le terrain, mais nous faisons une erreur dès le début qui nous complique le match. Mais bon, vous savez, dans ce championnat, si vous n'arrivez pas à prendre les 3 points, il faut au moins arracher 1 point. On a pris les 1 point à l'extérieur, donc on ne crache pas au-dessus, mais on a quand même mérité la victoire. On a tout fait, mais Dieu a décidé qu'on prend les 1 point. Donc on va rentrer, on va continuer à travailler, on va écouter les consignes de nos coachs. Les poulains de David Pagou contiennent les Mekok Mungonda jusqu'au bout. Un but partout, score final. Le club de la capitale fait du surplace à la clôture de cette 8e journée de la MTN Elite One. À présent, prenons l'actualité hors de nos frontières. La commission Karine Ramondi Blik-Bassi a bouclé son rapport. Les travaux avaient été officiellement lancés le 3 mars 2023 sur le rôle de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Le dit rapport, qui devait initialement être communiqué au chef d'État du Cameroun et de la France à la fin de 2024, sera rendu public demain, 21 janvier, lors d'une cérémonie à huis clos au Palais de l'Élysée, en présence du président français Emmanuel Macron et du représentant personnel du chef de l'État camerounais Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. On rappelle, la création de cette commission, Karine Ramondi Blik-Bassi, est un devoir mémoriel, avait été annoncé par le président Macron lors de sa visite d'État à Yaoundé. Elle est co-dirigée par l'historienne française Karine Ramondi et l'artiste musicien camerounais Blik-Bassi. Nous y reviendrons en profondeur dans nos prochaines éditions d'information. Restons hors de nos frontières pour dire qu'en RDC, la ville de Goma est frappée par une pénurie d'eau potable. Celle-ci menace de plonger ses 2 millions d'habitants dans une situation critique. Les détails dans ce condensé de l'actualité étrangère que signe Marie-Duchelle Bela. La ville de Goma, située à l'est de la République démocratique du Congo, fait face à une pénurie d'eau potable qui menace ses 2 millions d'habitants. Des robinets à sec et les files d'attente au point d'eau continuent d'accroître. Une situation alarmante. Face à cela, la population se retrouve dans une obligation particulière, celle de parcourir des kilomètres à pied pour chercher de l'eau. L'entreprise publique chargée de la distribution en eau potable du pays, Regideso, explique cette pénurie par un manque d'investissement chronique. Face à cette situation, un appel d'aide urgent par les riverains aux autorités est lancé. Question de mettre en place des solutions durables et éviter les risques de maladies Y. Une plante envahissante nuisant aux écosystèmes aquatiques du Kenya, transformée en un matériau biodégradable par une entreprise spécialisée dans le domaine technologique. Elle utilise cette plante pour fabriquer des sacs destinés à l'agriculture. Une solution qui vise à réduire la pollution plastique tout en offrant aux pêcheurs un moyen de lutter contre la prolifération de la plante. Bien que cette solution offre des avantages significatifs pour l'environnement des pêcheurs, des défis subsistent en ce qui concerne la production à grande échelle. Il a fallu une mission de sauvetage spéciale d'une semaine pour mettre fin à plusieurs mois de bras de fer entre les mineurs illégaux et la police en Afrique du Sud, qui bloquaient l'accès à la nourriture afin de faire sortir ces derniers de la mine. De ce fait, 78 corps ont été extraits de cette mine et 240 mineurs sortis vivants. Des organisations non gouvernementales dénoncent la totale responsabilité de l'État, accusé d'avoir permis d'affamer ces mineurs. Le gouvernement continue de défendre et justifier l'opération anti-mine illégale. Quant au deuxième parti politique du pays, à savoir l'Alliance démocratique, il est demandé la création d'une commission d'enquête pour ces cas de décès.
Avant de refermer ce journal, l'actualité au-delà de nos frontières ce jour est marquée aux États-Unis par l'investiture de Donald Trump qui devient officiellement le 47e président pour ce mandat. Pour ce second mandat, qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de cette coopération? Élément de réponse dans ce reportage d'Elisa Ngono qui fait intervenir Yannick Obam, géopolitiste. Donald Trump reprend le bureau ovale de la Maison-Blanche pour la seconde fois, devenant le 47e président des États-Unis à 78 ans. Vainqueur face à Kamala Harris en novembre dernier, le milliardaire républicain a promis d'agir à une vitesse avec une force sans précédent pour mettre fin au déclin de l'Amérique en priorité. Indicateur majeur pour comprendre la politique étrangère qui s'ouvre dès ce jour, c'est le slogan de campagne mobilisé par les équipes de Donald Trump, notamment le fameux slogan MAGA, Make America Great Again. Il s'agit d'une matrice idéologique qui fait de l'Amérique le centre des préoccupations de la géopolitique mondiale. Le républicain, déjà président de 2017 à 2021, signe là l'un des plus extraordinaires autour de l'histoire politique récente. Au cours de son premier mandat, sa politique africaine n'a pas fait grand bruit. Pour regresser ce manquement, afin de réduire l'influence croissante de ses rivaux économiques, la Chine et la Russie, le président américain pourrait sérieusement s'intéresser à l'Afrique. L'un des principaux enjeux qui pourrait intéresser l'Amérique concernant l'Afrique, c'est une question de géopolitique liée aux minerais critiques, notamment les terres rares. Vous savez que depuis environ 10 ans, les États-Unis et la Chine sont en compétition, la Chine étant le premier producteur et détenteur de minerais en terres rares. Elle s'est projetée dans le monde pour avoir une main mise sur les différentes ressources en minerais de terre rares qu'on peut retrouver dans le monde. Et en se tournant vers l'Afrique, l'une des potentielles sources de terres rares, elle ambitionne d'avoir le contrôle total des terres rares dans le monde. Puisque les États-Unis en ont cruellement besoin pour le développement de leur industrie, que ce soit civile, énergétique ou militaire. Je pense que ça peut être la principale bombe de discorde qui mettra l'Afrique au centre des préoccupations américaines. En homme comme à mille, l'Afrique ne sera peut-être pas un enjeu majeur pour l'Amérique sous Trump. Pas plus qu'elle ne l'a été durant son premier mandat. Dans son discours d'investiture, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a annoncé la fermeture des frontières, l'expulsion de masse d'immigrés clandestins et la relance des énergies fossiles. C'est donc avec cette actualité sur l'investiture du président Donald Trump que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent à partir de 21h. Retrouvez Eric Billon et ses invités dans le cadre de Bal au Centre. Et moi-même, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, portez-vous bien.